premier mari s'est retrouvé aux urgences après une ingestion massive de médicaments. Qui va être en un premier temps attribué à une tentative de suicide. Sauf que lorsqu'il sort de son coma, Gilbert Martoya dira qu'il n'a jamais voulu se suicider. L'homme a pourtant une très forte dose d'anxiolytiques dans le sang, comme Daniel Cano lors de ces 2 mystérieux incendies. « 23 mai 2016, à Valence, devant la cour d'assises de la Drôme. C'est le procès de la dernière chance qui s'ouvre pour cette femme, blonde, de 56 ans, Manuela González. Elle est accusée d'avoir assassiné son mari, Daniel Cano. Un crime pour lequel elle a déjà été condamnée à 30 ans de réclusion en avril 2014. Alors pour Manuela González, l'enjeu de ce second procès en appel est donc énorme. Manuela était très tendue, c'est normal vu l'enjeu. Elle joue concrètement sa vie puisqu'elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Manuela González crie haut et fort qu'elle est innocente. Aucun aveu, on n'a aucun aveu. Elle maintient qu'elle n'a jamais intervenu dans le décès de son mari. Et elle va même encore plus loin, elle se pose en victime. Quand la présidente lui demande de décliner son identité, elle dit Manuela González, veuve Cano. Moi aussi, Manuela González, j'ai perdu Daniel Cano. Je suis assez proche de Manuela pour vous dire, elle pleure très souvent la mort de son mari, de Daniel Cano. Moi, je connais vraiment une veuve éplorée qui, quand elle est dans l'intimité, se livre à moi et me raconte comment son mari lui manque, comment c'était bien la vie à deux, comment tout ça lui manque, comment elle n'est pas encore remise de ce drame. Alors, Manuela González est-elle une veuve innocente que tout accable? Ou a-t-elle commis le crime parfait pour se débarrasser d'un mari devenu gênant? On sentait qu'il y avait de la tension, du stress. Elle fréquente les casinos, elle joue à tout, elle perd des sommes considérables. Un seul motif, l'argent. C'est le pire des motifs. Tout le monde avait tout compris, sans que personne ne dénonce rien. Et ça aurait pu être évité, quoi. Franchement, ça aurait pu être évité. Tout commence le 31 octobre 2008 à Villars-Bonneau, près de Grenoble. Il est 8h30. Les gendarmes sont appelés par un témoin pour une voiture calcinée, qui manifestement a brûlé dans la nuit. C'est le major Joël Graillat de la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble qui est appelé sur les lieux du drame. Il est loin d'imaginer ce qu'il va découvrir. On voit que le dessus du véhicule a bougé. Dans le véhicule, on voit un cadavre. Le cadavre est assis au milieu des fauteuils arrière. Et aussi, on s'aperçoit que dans le coffre, un chien est découvert calciné. Les enquêteurs constatent que tout autour du véhicule, la végétation est partiellement brûlée, ce qui veut dire que le véhicule a été calciné sur place. À première vue, la scène peut faire penser à un suicide. Mais un détail va retenir l'attention du gendarme. Les clés de la voiture sont introuvables. Elles ne sont ni sur le contact, ni sur la victime, ni aux environs. Hypothèse plus que probable, c'est qu'une tierce personne est intervenue pour l'incendie et qui a laissé la personne dans le véhicule et qui a mis le feu après. L'hypothèse du suicide est donc écartée. Il s'agirait en réalité d'un incendie criminel. Alors qui est ce mystérieux pyromane et qui se trouve dans la voiture calcinée? Les gendarmes se lancent dans une enquête de voisinage. Le lieu du drame se trouve à proximité d'un lotissement. C'est là, à seulement 150 mètres de la voiture brûlée, qu'ils vont frapper à la porte d'une certaine Manuela Cano.
Une femme dont l'attitude va tout de suite intriguer Joël Graya et ses hommes. La seule chose qui lui est dit, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans la nuit et que les gendarmes font enquête de voisinage à cause de ça. Sans qu'on ne lui demande rien, Manuela Cano se lance alors dans une grande explication sur son emploi du temps et celui de son mari Daniel Cano. Étrange. Elle nous dit ce qu'elle a fait, ce que son mari a fait, depuis la veille jusqu'au lendemain. Elle leur raconte que la veille, elle était avec son mari, qu'ils ont été voir ses parents, que dans l'après-midi, son époux était fatigué, un peu somnolent. Ils étaient rentrés chez eux et vers 20h, 20h15, il avait décidé de partir, de ressortir pour effectuer une livraison d'oiseaux. En effet, Daniel Cano est amateur d'oiseaux exotiques et éleveur occasionnel. Mais chose surprenante, Manuela Cano va faire une étrange confidence aux enquêteurs. Elle nous dit que, fatiguée, elle a pris des médicaments, elle s'est endormie. Le lendemain matin, ne voyant pas son mari, elle a essayé de l'appeler. Puis, plus tard, elle a continué sa vie quotidienne, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Incroyable. Manuela Cano est donc sans nouvelles de son mari depuis la veille. Pourtant, cela ne semble pas l'inquiéter plus que ça. Son attitude peut paraître suspecte. Spontanément, sans qu'aucune question ne lui soit posée, elle nous donne son emploi du temps et elle essaye, quelque part, de donner un alibi. Une épouse qui cherche à se justifier et un mari évanoui dans la nature. Le couple aurait-il quelque chose à voir avec le mystérieux incendie? La carcasse de la voiture va apporter un début de réponse. On a une plaque partielle qui nous donne le début de l'immatriculation et après, les techniciens découvrent sur le véhicule le numéro de série. À partir de tous les éléments, on s'aperçoit que le véhicule est identifié au nom de Daniel Cano. Le mari de Manuela Cano n'est donc pas allé bien loin. C'est sa voiture qui a été incendiée à tout juste 150 mètres de chez lui. D'ailleurs, c'est son corps qui a été retrouvé calciné sur la banquette arrière. Donc on fait une analyse génétique et l'analyse de l'ADN indique de manière indiscutable que la victime est M. Cano Daniel. Et les analyses vont aussi révéler un autre détail troublant. L'autopsie révélera la présence de produits neuroleptiques, c'est-à-dire 2 somnifères et un neuroleptique dans les viscères, dans le sang. Daniel Cano était donc lourdement drogué. Les gendarmes décident de convoquer la veuve pour l'interroger. Ils lui annoncent également la mort de son mari. Lorsqu'elle apprend la terrible nouvelle, Manuela Cano fait un malaise et l'interrogatoire tourne court. Il est décidé de mettre fin à la garde à vue suite à une incompatibilité médicale. Il est assez rare que les médecins, à l'occasion d'une garde à vue, disent que l'état est incompatible. Très rare. Et de là, Manuela Cano est prise en charge par des infirmiers et par une ambulance et elle va au centre hospitalier de Grenoble. Alors, que s'est-il passé la nuit du drame? Pourquoi Daniel Cano a-t-il été brûlé dans sa voiture? Pour obtenir la réponse à ces questions, les enquêteurs vont devoir patienter 15 jours, le temps que la veuve sorte de l'hôpital. En attendant, les gendarmes vont fouiller dans la vie privée du couple et ils vont aller de surprise en surprise. A priori, Manuela Cano semble nager dans le bonheur avec Daniel depuis maintenant 18 ans. Quand il se marie, lui est chaudronnier, elle dirige une auto-école. Le couple Daniel Cano et Manuela González se rencontrent en 1991. Et ils vont construire quelque chose ensemble, et au sens propre comme au sens figuré, puisque lui va construire une maison pour abriter son couple. C'est une famille qui avait l'air harmonieuse. Chacun a déjà un enfant né d'une précédente union. Manuela a une fille qui s'appelle Virginie et Daniel un fils, prénommé Nicolas. Quand elle décrit la vie avec son mari, c'est que du bonheur. Certes, des disputes comme partout, je pense, des coups de gueule, ça vole en éclats, mais elle en garde un excellent souvenir. C'est vraiment que du bonheur.
Mais derrière cette image parfaite, il y a quelque chose qui cloche. Preuve en est, l'attitude de Manuela González lors des obsèques de son mari. La veuve va afficher une attitude étrange. Lors des obsèques, le fait que Manuela n'ait pas manifesté un vrai chagrin. On ne l'a pas vu pleurer, on ne l'a pas vu verser une larme. Elle était d'une froideur, d'une distance qui a dérangé Nicolas. Nicolas semble tellement estomaqué par l'attitude de sa belle-mère qu'il décide d'aller voir les gendarmes pour leur faire part de ses doutes. C'est compliqué pour lui qui aimait énormément sa belle-mère de penser qu'elle puisse être impliquée dans la mort de son père. Et ce n'est pas tout. Le jeune homme raconte aux gendarmes qu'il a été choqué par une conversation qu'il a eue avec Manuela dans les jours qui ont suivi les obsèques. Nicolas demande des comptes à Manuela González et on voit bien que chacun n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Nicolas parle de la douleur, de la perte de son père et de la nécessité de savoir la vérité. Manuela parle de la perte financière que lui cause la mort de son mari, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Manuela a dit une malheureuse phrase qui a joué contre elle. Oui, mais moi aussi, j'ai perdu 3 000 € par mois. Mais c'est la vérité. Elle n'avait pas... Je veux dire, elle a eu la franchise et l'audace de dire oui, mais la mort de ton père, malgré que ça m'a enlevé mon amour, l'amour de ma vie, ça m'enlève quand même 3 000 € par mois. Alors la veuve éplorée serait-elle en fait une épouse vénale, uniquement intéressée par l'argent de son mari? Pour les gendarmes, l'hypothèse est probable, d'autant qu'ils découvrent que Manuela était une dépensière compulsive, en proie à des difficultés financières insoupçonnées. D'abord, elle est victime d'une terrible addiction. On s'aperçoit qu'elle joue au casino, des grosses sommes au casino. Manuela González, entre autres qualités, est une flambeuse pathologique. Elle fréquente les casinos, elle joue à tout, elle perd des sommes considérables. Je crois qu'entre 2007 et 2009, elle a perdu 90 000 €. Des dettes vertigineuses qui sont le point de départ d'une descente aux enfers implacable. Car pour éponger ses dettes et assouvir son vice, Manuela Cano a monté au sein de son auto-école une escroquerie bien rodée. Elle avait monté un système parallèle pour faciliter l'obtention du permis de conduire à ses candidats, moyennant une somme de 1 500 €. C'est ce que va confirmer un inspecteur des permis de conduire aux enquêteurs. Voici ce que l'homme déclare. Manuela facilitait l'obtention des permis à des gens du voyage par le biais de sa secrétaire. Cette dernière se présentait à la place des candidats. J'ai cessé toute relation avec González Manuela dès la connaissance du dossier des permis. Elle m'a accusé d'être complice, alors que c'était faux. Je n'avais qu'une relation amoureuse avec elle. En effet, à la surprise générale, l'inspecteur au permis de conduire révèle aux enquêteurs qu'il a été l'amant de Manuela González. Manuela a profité de ma naïveté amoureuse pour me soutirer des renseignements sur les permis de conduire. L'histoire d'amour entre Manuela et l'inspecteur ne fait pas long feu. Et à cause de cette fraude, la vie de Manuela Cano bascule. Elle est prise sur cette infraction, sur cette escroquerie. Elle sera condamnée à une amende de 5 000 € et interdite d'exercer cette profession. C'est quand même une personne qui était délinquante, profondément délinquante. Elle trompait son mari pour développer son business. Seulement cela n'a pas marché. Manuela Cano se retrouve donc au chômage et criblée de dettes. Alors, ces problèmes d'argent auraient-ils un rapport avec la mort de Daniel Cano? Peut-être bien. D'autant que le fils de la victime, Nicolas, va faire aux gendarmes une autre confidence troublante. Lors d'une énième audition, Nicolas Cano révèle aux enquêteurs que quelques mois avant sa mort, son père aurait reçu un étrange coup de fil. Il reçoit un coup de fil d'un organisme, de paiement de crédit, qui lui demande des comptes. C'est là qu'il s'aperçoit qu'un prêt hypothécaire sur la maison que lui a construit. Daniel Cano tombe des nues.
Sans l'avertir, Manuela, son épouse, a hypothéqué leur maison chez un notaire en échange d'un prêt dont le montant est considérable, 165 000 €. Il s'était rendu compte que sa femme l'avait trompé pour ce qui était de l'argent. Il était évident que le lien de confiance avait été rompu. Et c'est là qu'il aurait découvert le pot aux roses et qu'il a commencé à se poser des questions. Comment Manuela Cano a-t-elle pu contracter un prêt au nom de son mari sans qu'il ne soit au courant? Pour les gendarmes, il y a forcément derrière tout cela une incroyable supercherie. On se renseigne, on va voir le notaire, on lui demande comment s'est passée cette mise en place de prêt hypothécaire. Et voilà, selon le notaire, comment tout cela se serait passé. Et elle va chez le notaire pour signer ce prêt hypothécaire avec un homme qu'elle présente comme étant son mari. C'est un notaire qui dit moi je travaille en confiance, je ne demande pas les cartes d'identité, elle je la connais, monsieur me dit être son époux. Et donc il fait signer à ces gens un crédit hypothécaire et au nom des deux. Et ça interpelle les gendarmes qui vont bien évidemment faire une expertise graphologique qui conclura que celui qui a signé ce jour-là n'est pas Daniel Cano. Mais qui est l'homme qui s'est fait passer pour Daniel Cano le jour de la signature de l'hypothèque face au notaire? Personne ne le sait. Une chose est sûre, Manuela n'était pas avec son mari ce jour-là. Dès lors, les gendarmes ont la conviction que l'argent serait le mobile du crime. D'autant que de nouveaux éléments vont venir appuyer cette thèse. On doit faire son environnement bancaire, son environnement fiscal, les assurances vie, tout ce qui est argent. On fait des échos téléphoniques, comme ça nous permet de savoir qui est cette dame, comment ça se passe, comment elle vit, quelles sont ses relations avec les gens. Et cette enquête va s'avérer riche en enseignements. On s'aperçoit plein de choses, on s'aperçoit qu'il y a des irrégularités dans la gestion financière du couple. Quelque part, on s'aperçoit que finalement, elle a une vie qui est peut-être secrète pour son mari. Elle a des comptes qui sont certes à son nom, mais qui ne sont pas domiciliés chez elle. Elle avait fait un grand nombre de prêts à la consommation, dont elle avait dissimulé l'existence à son mari. Elle avait pris une assurance vie en cas de décès de Daniel Cano. Et puis l'assurance vie, elle ne l'a pas pris il y a 10 ans, elle l'a pris quelques semaines avant la mort de Daniel Cano. En effet, à l'automne 2008, Manuela González souscrit 2 contrats d'assurance vie au nom de son mari. 2 contrats dont elle est l'unique bénéficiaire. D'un côté, on a 110 000 € à peu près. De l'autre côté, on a 140 000 €. Donc on se dit, au final, 250 000 €, c'est un motif largement suffisant pour tuer quelqu'un. La mort de Daniel permettait de rembourser le prêt hypothécaire grâce au jeu des assurances, permettait à Manuela de rembourser toutes ses dettes de jeu et de repartir délestée de ses dettes et délestée d'un mari encombrant qui n'avait plus confiance en elle. Et vous allez voir, ce n'est pas tout. Seulement 15 jours avant la mort de Daniel Cano, de mystérieuses transactions bancaires ont été opérées. Des prélèvements sont faits des comptes de placement de M. Cano vers le compte du couple et des manipulations du compte du couple vers les comptes de placement à elle. Au total, Manuela González aurait transféré près de 11 000 € des comptes de Daniel Cano vers le sien. Elle effectue également des retraits pour un montant total d'environ 16 000 €. Manuela Cano aurait donc tué son mari pour de l'argent. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Les enquêteurs vont découvrir qu'elle n'en serait pas à son coup d'essai. Le 23 mars 2010, lorsque Manuela Cano est placée en garde à vue, les enquêteurs l'accusent d'avoir assassiné Daniel, mais pas seulement. Ils l'accusent également d'avoir tenté de le tuer, 1 mois plus tôt. En effet, les gendarmes ont découvert que Daniel Cano a déjà été victime d'un incendie. Les enquêteurs se rendent compte qu'il y a eu 1 mois auparavant un incendie qui, à l'époque, n'avait pas attiré
l'attention de qui que ce soit, aucune enquête n'avait été ouverte, seuls les pompiers étaient intervenus. Le 29 septembre 2008, plus exactement dans la nuit du 29 septembre 2008, à 4 h du matin, il y a un incendie qui se déclare dans la chambre de Daniel Cano. Manuela appelle les pompiers. Les pompiers arrivent sur place, l'incendie est éteint. Et très curieusement, lorsqu'ils font le tour de la maison, ils inspectent les lieux, ils vont découvrir que le feu n'a existé finalement que dans une seule pièce, c'est-à-dire la chambre à coucher. Chose curieuse, à l'époque, lorsque les soldats du feu inspectent la maison, ils découvrent Daniel Cano à demi inconscient, comme s'il avait été drogué. Il est quasi comateux, il est incapable d'aligner deux phrases cohérentes. Il est manifestement sous l'emprise de médicaments. Secoué par les pompiers, l'homme finit par se réveiller et raconter sa nuit. Et il explique qu'il y a eu le feu, il s'est réveillé dans les flammes, qu'il a sorti un tuyau d'arrosage, qu'il a éteint lui-même le feu et qu'il est ensuite allé se recoucher dans une autre chambre. Partiellement brûlé, Daniel Cano est transféré immédiatement au CHU de Grenoble. Des analyses sont alors pratiquées et vont révéler un élément troublant. Il est sous l'emprise de calmants très puissants, alors que cet homme-là n'a jamais pris, volontairement en tout cas, de calmant de sa vie. On s'aperçoit qu'il a uniquement des médicaments pour l'hypertension. Aucun somnifère, et il ne prend jamais de médicaments, à part des médicaments pour l'hypertension. Étrange. Daniel Cano aurait-il été drogué ce soir-là aussi? Elle dit, il était dépressif, il prenait spontanément des médicaments, il voulait pas, il aimait pas aller chez le médecin, ce qui est vrai. Donc du coup, il se servait dans ma boîte. Moi, je vérifiais même pas ce qu'il avait pris. Interrogé par les pompiers, Manuela Cano donne une explication qui semble cohérente. Selon elle, il s'agirait d'un banal accident. Manuela González indique aux pompiers que le départ de feu est dû probablement à la présence d'une bougie qui se trouve dans la chambre et que son mari, Daniel Cano, avait l'habitude d'allumer la nuit en signe de deuil parce qu'il venait de perdre sa maman. Monsieur Cano était très affecté par le décès de sa mère et un rite funéraire qui vaut ce qui vaut, une grosse bougie se consumait toutes les nuits à l'occasion donc de l'endormissement du couple et donc de Monsieur Cano. Le chien du couple aurait sauté sur le lit et aurait fait tomber la bougie. La bougie se serait enflammée, provoquant l'embrasement de la pièce. Il n'y a pas matière à s'y intéresser à l'époque. C'est un incendie dans une résidence. Personne n'émet de doute sur la nature de l'incendie. L'incendie devient suspect à la lumière des événements qui vont suivre. En effet, auditionné par les gendarmes, Nicolas Cano, le fils de la victime, va faire encore une révélation. Il raconte qu'il a assisté à une dispute entre son père et Manuela Cano au sujet de cette fameuse bougie, quelques jours après l'incendie. Quelques jours plus tard, Nicolas Cano entend une conversation entre son père et sa belle-mère. Et son père dit à sa belle-mère, « Tu te fous de ma gueule, il y a jamais eu de bougie qui est venue mettre le feu au lit. » Aujourd'hui encore, le mystère subsiste. Personne n'a jamais vu une telle bougie, ni avant l'incendie, ni après. La bougie a-t-elle pu fondre dans l'incendie? Possible. Dans cette affaire, il reste en tout cas une question. Où se trouvait Manuela pendant que Daniel luttait contre les flammes? Les gendarmes vont découvrir qu'à l'époque, Manuela va donner deux réponses totalement contradictoires. Dans la première version qu'elle donne aux pompiers, voici ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'il y avait un incendie dans la chambre parce qu'elle était dans la cuisine en bas en train de lui préparer son casse-croûte, parce qu'il partait tôt le matin. Mais 2 mois plus tard, dans sa déclaration de sinistre à l'assurance, Manuela change de version. Voici ce qu'elle déclare. Vers 3 ou 4 heures du matin,
Un incendie s'est déclaré dans la chambre de notre habitation située à Villarbonneau. Je venais de me lever pour aller aux toilettes et lorsque je suis revenue dans la chambre, 2 à 3 minutes après, lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu des flammes sur le lit. J'ai dû provoquer un appel d'air et cela s'est embrasé. Mais pour les pompiers, cette deuxième explication ne colle pas. Les pompiers qui vont être entendus diront qu'il est impossible que la porte de la chambre ait été ouverte pendant que l'incendie faisait rage, puisqu'il n'y avait aucune trace de suie sur le côté extérieur de la porte. Or, quand on ouvre une porte, quand l'incendie a pris l'intérieur, les deux côtés de la porte sont recouverts de suie ou de traces de fumée, ce qui n'était pas le cas. Pour les enquêteurs, ces déclarations contradictoires placent Manuela Cano dans une position délicate. À peine un mois après, on a finalement un autre incendie, et là, Daniel Cano meurt. On se pose beaucoup de questions. On se dit que les deux faits sont liés et que le seul dénominateur commun dans ces deux incendies, c'est Manuela Cano. Alors, pour la faire craquer, les gendarmes vont s'appuyer sur un élément compromettant repéré dans les dépositions des proches de la veuve. On s'aperçoit que la famille González, à savoir les parents de Manuela Cano, plus ses frères et sœurs, sont au courant du décès de Daniel Cano avant que les enquêteurs viennent pour la première fois au domicile Cano à Villarbonneau. Lorsqu'ils entendent les parents de Manuela González, les parents disent qu'ils ont été mis au courant par Francesca, la sœur de Manuela, donc leur autre fille, de la mort de Daniel Cano à 8h05 du matin. Et on retrouve sur les fadettes, donc les facturations détaillées des appels téléphoniques, que Manuela González a eu au téléphone sa sœur Francesca un petit peu avant 8h05. Or, souvenez-vous, les gendarmes ne sont arrivés sur place qu'à 8h30. Et Manuela González n'a été officiellement informée de la mort de son mari que beaucoup plus tard, en garde à vue. Alors, comment pouvait-elle savoir à 8h05 que Daniel Cano était mort? Qu'elle ait appelé, qu'elle se soit inquiétée, qu'elle ait dit aux uns et aux autres que son mari n'était pas là, oui. Mais qu'elle dise que son mari est mort, alors que c'est elle qui l'aurait tué. C'est la logique paranoïaque de l'accusation. Face aux gendarmes, Manuela Cano ne cesse de clamer son innocence. Il n'y a aucun aveu. Jamais, 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 Manuela González n'a avoué avoir tué et tenté de tuer son mari. Malgré toutes ces dénégations, Manuela Cano est mise en examen le 25 mai 2010. Elle est placée en détention provisoire dans l'attente de son procès. Avril 2014. Devant la cour d'assises de Grenoble, s'ouvre le procès de celle que la presse surnomme désormais la veuve noire de l'Isère. Une femme magnétique et très séduisante se présente devant les jurés. C'est une femme normale, espagnole de culture, donc nécessairement de contact facile, d'expression facile, souriante. Au premier regard, déjà, j'ai trouvé cette femme éblouissante. Manuela est une personne très gentille, très avenante, très serviable, très compréhensive, très combative. Franchement, elle a énormément de qualités. Personne très gentille, souriante. Moi, je la trouvais très jolie. Hein. Et apparemment, par rapport à ce que j'ai entendu dire, on tombe très rapidement amoureux de cette fille. Si Manuela Cano est dans le box des accusés pour l'assassinat de son mari Daniel, c'est surtout son passé qui va vite se retrouver au centre des débats. Un passé plus que troublant. 5 hommes ont partagé sa vie, 3 sont morts et 2 ont failli mourir. Le premier d'entre eux s'appelle Gilbert Martoya. Lorsqu'elle le rencontre, Manuela González n'a que 16 ans. Gilbert Martoya sera son premier mari, elle va l'épouser 2 ans après, donc en 1978. Ensemble, ils auront une fille, Virginie. Seulement, après 7 ans de mariage, Gilbert Martoya sombre brutalement dans le coma. Son premier mari s'est retrouvé aux urgences après une ingestion massive
de médicaments. Qui va être en un premier temps attribué à une tentative de suicide. Sauf que lorsqu'il sort de son coma, Gilbert Martoya dira qu'il n'a jamais voulu se suicider. L'homme a pourtant une très forte dose d'anxiolytiques dans le sang, comme Daniel Cano lors de ces 2 mystérieux incendies. En sortant de l'hôpital, Gilbert Martoya demande immédiatement le divorce. Mais il décide de ne pas porter plainte. Manuela n'est donc pas inquiétée. Il a refusé de donner le fond de sa pensée. J'ai le sentiment qu'il cherchait à tirer un trait sur cette histoire, sur cet épisode malheureux de leur histoire. Mais l'histoire ne va pas tarder à se répéter, et cette fois, Manuela sera mise en cause. Nous sommes en 1984. Manuela González a 24 ans. Elle gagne péniblement sa vie. Une jeunesse un peu tumultueuse, avec des épisodes marqués par une précarité, une grande précarité. Manuela fréquente Michel Garcia, un homme de 30 ans, son aîné. Le 11 octobre 1984, il est retrouvé inconscient dans sa bijouterie à Grenoble. Et à son réveil, il expliquera aux médecins et puis ensuite aux enquêteurs qu'il a très certainement été empoisonné par Manuela González. C'est un bijoutier dont elle avait, à qui elle a confiance, à qui elle a fait ingérer à son insu des drogues. Contrairement à Gilbert Martoya, Michel Garcia porte plainte, car Manuela González s'en serait pris à lui dans le but de lui dérober des pièces en argent et un chèque d'environ 12 000 €. Interrogée par les gendarmes, Manuela reconnaît les faits. Elle l'explique en disant oui, c'était juste après mon divorce, j'étais affaiblie, voilà, donc je faisais des choses un peu bizarres. Finalement, elle explique qu'elle est quand même en difficulté financière, que c'était pour nourrir sa fille. Le 4 juillet 1986, Manuela González est condamnée à 2 ans de prison avec sursis pour vol avec violence. À cette époque, elle a déjà refait sa vie à Brignoux, une petite commune située non loin de Grenoble, avec un certain François Colazo. Elle cherche du travail, elle rentre un peu comme ça au hasard dans ce café en demandant si le patron ne cherche pas une serveuse pour l'aider. Et puis finalement, cette histoire va prendre une tournure plus sentimentale. Maria est la fille de François Colazo. Elle a 10 ans quand son père rencontre Manuela González. Mon père était très amoureux d'elle. Ça se voyait, toujours aux petits soins, des cadeaux, toujours collés l'un avec l'autre. Non, c'était fusionnel, oui. Il tenait vraiment à elle. Mais la série noire continue. Le 29 avril 1989, Manuela González alerte les secours. Elle vient de découvrir son compagnon inanimé. On va retrouver François Colazo, mort dans sa voiture, enfermé dans son garage, le moteur allumé, le chauffage ouvert à fond, et avec les gaz d'échappement qui étaient revenus dans l'habitacle, il est mort asphyxié. Et à l'époque, Manuela González est mise tout de suite hors de cause. Et cela pour une raison simple. De mémoire, il n'y avait eu aucun soupçon sur elle. L'enquête avait conclu à un suicide. Une thèse à laquelle la fille de François n'a jamais cru. Juste avant le drame, son père semblait très agité. Il aurait même lancé plusieurs appels à l'aide. Tous les soirs, il téléphonait, comme quoi il fallait venir chercher les meubles, il fallait se dépêcher, il raccrochait aussitôt. Et à chaque fois, c'était comme ça. On sentait qu'il y avait de la tension, du stress. Pourquoi, on ne le savait pas. C'était un super très bon vivant. Il n'a jamais eu d'idée de suicide. Et puis quand on se suicide, on ne prévient pas les gens de venir chercher les meubles en ayant peur au téléphone. Mais à l'époque, Maria n'a que 13 ans et personne ne prête attention à ce qu'elle pense. Plus cruel encore,
Manuela aurait même eu des mots très durs envers l'adolescente. De toute façon, je vois pas pourquoi tu pleures, t'aimais pas ton père. J'ai voulu aller lui faire un mimi pour un simple au revoir. Mais j'ai pas osé. Ça m'a fait peur, j'étais jeune. François Collazo ne sera pas le seul cadavre sur la route de Manuela González. 2 ans plus tard, un drame survient. Thierry Le Chevalier, 38 ans, est retrouvé mort à son domicile dans un cagibi. Sur un matelas, mort par empoisonnement, paraît-il, asphyxie par les gaz émanant du matelas qui brûlait, qui se consumait tout doucement. Il aurait été enfermé là-dedans, ou il se serait enfermé là-dedans. Là encore, les enquêteurs pensent à un suicide. Mais la mise en scène du drame va les intriguer. Son cadavre est entouré de bouteilles de vin ou d'alcool. Et très curieusement, lors de l'autopsie, on ne retrouvera pas de traces d'alcool dans les viscères de cet homme. En revanche, on retrouve une importante quantité de Temesta. Des somnifères, exactement comme Michel Garcia et François Collazo. Une information judiciaire est alors ouverte et la compagne de Thierry Le Chevalier devient la principale suspecte. Elle n'est autre que Manuela González. Quelques mois plus tôt, Thierry Le Chevalier avait en effet tout quitté pour elle. Mon frère est un garçon, bien sûr, c'est pas parce qu'il est parti, hein, mais fantastique, formidable. Gentil, beau mec, sportif, marié, 2 charmants enfants qu'il adorait par-dessus tout, et qui, eux, adoraient leur père, bien sûr. C'est imbécile, aussi gentil qu'il soit, il a fauté. Mais la liaison entre Manuela et Thierry va tourner court. L'homme d'ailleurs envisageait de renouer avec son ex-femme. Elle lui faisait peur, et ça, c'est les dires de ma belle-sœur, donc son épouse, avec qui il est toujours marié. Parce qu'il avait l'intention de rentrer à la maison. Il avait plus ou moins préparé ses affaires, et il avait dit « j'ai juste mon sac à faire et je rentre ». Mais du côté des proches de Manuela González, la version est tout autre. Monsieur Le Chevalier lui avait demandé expressément de partir. Elle lui avait dit qu'elle partait en week-end. Elle lui avait demandé de quitter les lieux à son retour. Manuela González est mise en examen pour le meurtre de Thierry Le Chevalier. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, elle va être blanchie grâce à un témoin providentiel. Un homme qui, je crois, disait être son amant de l'époque, s'était porté d'une certaine manière garant et lui avait apporté ce qu'on appelle un alibi en disant qu'elle ne pouvait pas être coupable des faits puisqu'il était avec elle le jour dit et pas à cet endroit-là. Et elle cite le nom de l'amant. L'amant, c'est Daniel Cano. Incroyable. Daniel Cano, l'homme qu'elle est aujourd'hui accusée d'avoir tué, est aussi celui qui avait sauvé Manuela González de la justice. Durant le procès, le récit de ce passé tumultueux et trouble ne va pas plaider en faveur de la veuve. Son image auprès du public et des jurés est désastreuse. Tout de suite, elle a été qualifiée de veuve noire, comme s'il s'agissait donc d'une araignée, d'une menthe religieuse, quelqu'un qui avait tué tous ses maris précédemment. Elle est décrite comme une personne vicieuse, maligne, vénale, profiteuse, menteuse, escroc. Je pense que cette histoire, elle a passionné les foules parce qu'il y avait cette image de la tueuse en série. La défense a très mal pris le fait qu'on vienne chercher dans son passé des éléments qui pourraient du coup être à charge sur le crime qui lui était reproché aujourd'hui. Absorption de médicaments et incendie. On se dit, les circonstances sont étranges. On a déjà à l'époque des médicaments et un incendie. Le 18 avril 2014, Manuela González est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle pour la tentative d'assassinat et l'assassinat de son mari. Elle fait immédiatement appel, mais la justice va un peu trop tarder à organiser ce deuxième procès. 17 mois plus tard, Manuela González est donc libérée.
Elle a dû être mise en liberté. C'est un vice de procédure, c'est un vice de forme. Ils ont estimé qu'il y avait trop de temps entre le premier et le second procès. C'est-à-dire qu'au lieu de fixer rapidement une deuxième session pour que soit entendue en appel la cause de Manuela González, eh bien on tarde, et pendant ce temps-là, Manuela González est en prison sans avoir été définitivement jugée. Donc ils l'ont libérée. Elle est allée travailler, elle s'est occupée de sa fille, elle s'est occupée de son petit-fils qui est son nouveau bonheur. Voilà, une femme normale. C'est donc libre que Manuela González se présente à nouveau devant la cour d'assises de la Drôme le 23 mai 2016 à Valence. Et cette fois-ci, elle est bien décidée à faire oublier l'image de la veuve noire qui lui colle à la peau. Elle arrive changée physiquement. Elle n'est plus brune, elle est blonde. Comme l'avocat général, lors du premier procès, lui avait dit que le noir lui allait bien, elle est venue en blonde. Elle s'est teint les cheveux et elle est venue en blonde à ce deuxième procès. On peut analyser ça comme le fait de vouloir échapper à ce sobriquet de veuve noire, je ne sais pas. Reste que physiquement, c'est la seule chose qui a changé chez Manuela González. Malgré cette métamorphose, rien n'y fait. La partie civile va insister encore une fois sur le passé tumultueux de Manuela. Elle est lucide, elle arrive à comprendre que son passé joue contre elle. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, elle comprend qu'elle est condamnée par avance, en fait. Mais Manuela González va se montrer déterminée à faire entendre son innocence. Et pour cela, elle joue son va-tout. Elle va tenter de prouver que Daniel Cano s'est bel et bien suicidé. Donc elle a cherché à faire croire, par exemple, que Daniel Cano, qui avait été profondément affecté par la mort de sa propre mère, était dépressif et avait eu des envies suicidaires. Pour accréditer cela, elle a prétendu que Daniel Cano, au moment de l'enterrement de sa mère, aurait mis un petit mot dans le cercueil de celle-ci, petit mot sur lequel il aurait écrit « Je serai bientôt à tes côtés » ou une phrase de ce type-là. Pour vérifier cette information, les avocats de Manuela González demandent alors à la juge d'exhumer le cercueil de la mère de Daniel Cano. En vain. Et là, on a beaucoup insisté sur cette demande. Et pendant toute la durée du procès, on nous a fait croire qu'on allait le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas rejeté la demande. On fait la demande, donc on va voir. La présidente a pris le temps de réfléchir à cette question. Elle a rendu sa décision plus tard au cours du procès. Elle a rejeté cette demande. Et à la fin, on a dit c'est pas utile à l'administration de la vérité. On le fait pas. Et alors, les éléments techniques, les éléments de constatation sur place permettent d'écarter absolument la thèse du suicide. Il aurait pu y avoir un mot disant « je vais me suicider », que ça aurait été la même chose. Il ne s'est pas suicidé. Coup dur pour la défense. Dès lors, les avocats de la veuve s'accrochent à un ultime argument, l'absence de preuves matérielles. Dites-moi, quelles sont les preuves qui ont été rapportées contre l'accusé? La voiture a pris feu, comment? L'hypothèque a été faite par Madame González en l'absence de son mari? Qui le dit? Qui est cette autre personne? L'a-t-on recherché? Il n'y a rien qui incrimine directement Manuela González. Mais il y a énormément de choses qui ramènent à elle. Une enquête, c'est pas seulement dire que c'est quelqu'un, c'est dire que c'est personne d'autre. C'est là où c'est important. Donc dans cette enquête sur Manuela Cano, non seulement on arrive à une piste principale qui est Manuela Cano, mais on purge toutes les autres pistes. Il y a suffisamment de choses dans le dossier, suffisamment d'éléments convaincants dans le dossier pour dire que Manuela González est coupable d'assassinat et de tentative d'assassinat également sur Daniel Cano. Manuela González sait qu'elle joue sa vie et elle espère toujours ressortir libre du tribunal. C'est d'ailleurs ce qu'elle confie à une caméra de télévision en attendant la délibération des jurés.
Je suis innocente et je le crierai haut et fort jusqu'à la fin de mes jours. J'aimais mon mari, je tenais à lui. On a eu des hauts et des bas comme tout le monde. En aucun cas, j'aurais pris la vie de mon mari. Jamais de la vie, jamais de la vie. Pour moi, j'espère que ça sera l'acquittement et qu'il n'y aura pas de souci pour ça. Le 30 mai 2016, après 6 jours de procès, Manuela González est à nouveau condamnée à 30 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat et la tentative d'assassinat de Daniel Cano. Depuis le fond de sa prison, elle continue de clamer son innocence. Elle est encore dans le combat, et je crois qu'elle va être dans le combat tout le temps. C'est comme ça qu'elle est, Madame González.